Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Nous voilà arrivés au troisième volet de ce cycle de conférences. Nous avons évoqué dans les deux premières le diabète, qui est une surcharge calcique, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus de calcium à notre organisme et très peu de vitamine D. Nous avons évoqué également le régime alimentaire conseillé, qui dérive de l'ensemble de nos travaux. Maintenant, nous allons aborder un problème central, axial, qui est le calcium. On a cru assez longtemps que le calcium n'existait pratiquement que dans les laitages, ce qui est absolument faux. Le calcium est un élément universel et très répandu sur notre planète. Après le fer, c'est l'élément le plus répandu sur la Terre. Les sources sont diverses. D'abord, il y a le sol et le sous-sol, sous forme de craie. Je vous rappelle que j'avais évoqué, pour les pays nordiques, l'influence du Crétacé, cette ère géologique qui a vu déposer la craie, qui est du carbonate de calcium, sur l'ensemble des pays du Nord, et qui va donc conditionner la physiopathologie de ces pays. Il y a également dans nos régions, la région du Mzab, pour laquelle on a cru longtemps que certaines maladies prévalentes, comme le diabète, certaines maladies oculaires, sont dues à des problèmes endogamiques. Parce que les gens de la vallée du Mzab se marient entre eux. C'est absolument faux. Là aussi, c'est la nature environnante, composée de calcaire, et plus exactement de gypse ou sulfate de calcium, qui va donc encrasser l'organisme de ces habitants. Ça, c'est un simple rappel. Je parlerai des autres sources. Les eaux, évidemment. Les eaux sont tributaires de la circulation et des roches qu'elles vont traverser. Donc nous aurons deux types d'eau, les unes dites légères, qui sont très peu chargées en calcium, et les autres assez lourdes, chargées en calcaire. Ainsi, les eaux des montagnes, surtout des régions volcaniques, ne lessivent très peu la roche. Donc on aura des eaux très légères et très indiquées pour notre santé. Au contraire, dans les vallées et les plaines, l'eau traversera des terrains calcaires. Donc nous aurons comme résultante une eau très chargée en calcaire, donc préjudiciable à la bonne santé de notre organisme. Voilà donc pour les sources. Deuxième type de source, donc les eaux. Il y a également les aliments que nous consommons, qui sont très variés, des céréales, qui sont des phosphates tricalciques et bénéfiques pour notre santé, là également. Nous avons les fruits et les légumes. Les fruits
la plupart du temps, sont combinés à des acides de fruits, comme l'acide ascorbique, bon, la plupart des fruits, l'acide malique pour les pommes, constituant principale de la pomme, l'acide citrique, constituant du citron, et d'autres acides de fruits antioxydants qui sont indiqués pour la bonne santé de notre organisme. Ces acides de fruits sont combinés donc à du calcium et ça entraîne un calcium que j'ai appelé un calcium ionique, donc utilisable dans ses différentes fonctions. Savoir la contraction musculaire, puisque, rappelez-vous, je ne vais pas vous asséner un peu de physiologie, la pénétration du calcium dans les fibrilles musculaires va entraîner sa contraction. Ainsi donc, le médicament utilisé en cardiologie, une famille de médicaments comme les inhibiteurs calciques, empêche l'entrée du calcium dans l'acide myocardique. Empêche donc, par voie de conséquence, son excitation. Ainsi, on ne citera pour mémoire la nifedipine, plus connue sous le nom d'Adalate. En médecine interne, une famille de médicaments dérivés des ammoniums quaternaires qui empêchent l'excitation des muscles de la sphère digestive. Ainsi, le chlorhydrate de pinabérium ou dicétel, connu sous le nom de dicétel, on l'utilise pour les différentes douleurs de la sphère gastro-intestinale. Voilà donc pour les inhibiteurs calciques. On pensait que le calcium était un élément statique. Il ne servait qu'à apposer le calcium, grâce à la vitamine D, sur le tissu osseux. Mais en fait, cette notion est largement dépassée puisque on a affaire maintenant à un calcium qui est mécanique. On va dire quelques mots de la dérive calcique, ce que j'ai appelé la dérive calcique. C'est le calcium qui prend des voies qui ne sont pas dans le bon sens du métabolisme et de l'assimilation. Il empêche donc l'entrée du calcium dans ce type de cellules et par voie de conséquence, il va empêcher la douleur. Tout le monde connaît le dicétel et son action sur les troubles, les spasmes de la sphère gastro-intestinale. Nous allons dire quelques mots d'un phénomène qui ne suit pas la voie du métabolisme, du bon métabolisme, mais qui constitue une déviation de l'assimilation du calcium. Ainsi, le calcium peut, dans certains cas, dériver et prendre des allures de gêne pour notre organisme. Ainsi, la formation, pour mémoire, la formation de différents calculs de lithiase. On peut citer dans ces troubles les lithiases rénales, les lithiases biliaires, les lithiases salivaires, une dérive également qui touche la partie sous-cutanée et qu'on a appelé l'épithélioma de Malherbe. C'est le calcium qui se niche dans les parties sous-cutanées
et qui provoque des remplements visibles à l'œil nu. Voilà donc pour la dérive de ce calcium. Plus important dans cette dérive, il y a dans une maladie qu'on a appelée la maladie de Crohn, la formation de calculs au niveau des veines intestinales et qu'on a appelé les phlébolites. Donc ce sont des petits calculs qui vont se déposer à l'intérieur des veines qui alimentent nos intestins. Ceci jette une lumière sur les possibilités de traitement de cette maladie. Il est évident que tous ces calculs, dérivent d'une mauvaise alimentation, d'une alimentation mal adaptée, et qui génèrent ces petits cailloux qui vont donc engendrer un tas de problèmes, à savoir des hémorragies diffuses, couplées avec des douleurs. Alors nous allons évoquer un phénomène qui n'a pas été vu, un phénomène lié au calcium lui-même et qui peut révéler beaucoup de désordres pour le fonctionnement de notre organisme. Ainsi, le calcium constitue une plaque, en quelque sorte, attractive pour toutes les substances de notre physiologie. On peut citer les plus importantes. Les corticostéroïdes ont une affinité pour le calcium. Les glucides ont une affinité également pour le calcium. Les protides, les lipides, les triglycérides et bien entendu, ce qui est connu par tout le monde, le cholestérol et les triglycérides. Et qui vont entraîner beaucoup de problèmes, beaucoup de pathologies dans le bon fonctionnement de nos organes. On citera un phénomène d'une grande importance, c'est que le calcium, lorsqu'il est lié à certaines substances, comme les protides, il va dénaturer ces mêmes protides. Et les protéines ne vont pas offrir la même image que précédemment. Donc cette dénaturation des protéines est, à mon sens, très importante, puisqu'elle peut préfigurer de l'avenir. C'est-à-dire que tous les calculs qu'on a évoqués peuvent constituer dans le temps de très mauvais pronostics pour notre bonne santé. Je dirais une chose, c'est que les calculs qui sont nichés dans les organes mous vont avec le temps dénaturer les protéines qui les ont abritées, les protéines tissulaires. C'est dire que le calcium est en quelque sorte un mauvais hôte. Il n'est pas reconnaissant du fait qu'il a été abrité par ces mêmes endroits au niveau des organes mous qui ont accueilli ces îlots de calcium. Il va dans le temps les dénaturer et provoquer des cancérisations, dans certaines conditions bien sûr, liées à une alimentation inadaptée qui privilégie les viandes rouges, les graisses et qui privilégie les produits laitiers, qui donnent beaucoup de calcium, qui aggravent donc cette même pathologie, au lieu d'alléger ces gènes
Je dirais une chose pour résumer l'ensemble de cette intervention, c'est que nous naissons, c'est vrai qu'on a besoin dans tous les cas de figure de calcium. C'est un élément dont on ne peut pas se passer. C'est pour cette raison que, à notre naissance, ce calcium va fixer notre ossature dans le fœtus déjà. Donc nous naissons grâce au calcium. Notre croissance se fait grâce au calcium. Et ironie du sort, nous mourons à cause du calcium. Le calcium est comme les végétaux qu'on a vus, les blés, qui à maturité jaunissent et perdent leur grain. Il en est de même pour la santé humaine. Nous allons donc perdre toutes les vertus de ce calcium que nous ingérons, et avec le temps, il va constituer un gros problème de santé, donc provoquer des cancers dans cette condition, lorsqu'il y a un dérèglement hormonal lié à une mauvaise alimentation. Ce calcium donc va en quelque sorte muter, il va cancériser l'ensemble de la caverne qu'il a abritée et qui a constitué la niche calcique. Donc c'est sous l'influence généralement d'hormones, de mauvaise alimentation, que nous voyons les cancers s'installer. La preuve en est, c'est que ces 20 dernières années, le pronostic des cancers dans l'imagerie médicale est lié à la visibilité de ces plages calciques. Lorsqu'on voit des plages calciques au niveau d'une image radiologique, on peut être sûr et certain qu'il y a une forte présomption de phénomènes tumoraux. Voilà donc terminé rapidement l'étude, on a survolé l'étude sur le calcium. Nous évoquerons dans la prochaine conférence son corollaire naturel qui est la vitamine D au cholécalciferol. Et je l'appellerai une conférence, c'est un peu la face cachée de la Lune. On connaît certaines propriétés de la vitamine D, mais beaucoup d'autres propriétés ne sont pas connues. Et elles méritent d'être connues par les spécialistes et le grand public. Voilà, je vous remercie.